de sécurité des données. Et je voudrais juste rassurer tout le monde. Je suis DPO depuis 5 ans, malgré toutes ces réflexions un peu politiques et hors sol. J'adore ma fonction et je dors bien le soir. Sur tes deux oreilles. La chance. Moi, pas forcément. Non, pour aller dans le sens... Quand on dit que c'est hors sol, oui, quand on le voit au niveau géopolitique, c'est hors sol. Il faut quand même qu'il y ait de la conformité et le rôle du DPO. Et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et votre rôle est important et donc il n'y a pas de problème là-dessus. 2 points. Le premier, il y avait des questions qui disaient mais est-ce que les Américains font pas est-ce que les Français font pas ce que les Américains font Si, il a raison. Je ne sais pas qui l'avait posé comme question. Dans la loi de programmation. Voilà. Dans la loi de programmation militaire, il y avait 4 articles qui prévoient que l'ANSSI peut mettre des balises et des traceurs un peu partout. J'étais pas forcément très heureux de ces 4 articles parce qu'ils nous mettaient au même niveau que les Américains. Bon, ce qui me rassure, c'est que depuis quelques mois, les Américains reprennent le lead. C'est une course en avant parce qu'avec le FARA, ils y vont un cran au-dessus. Avec le dernier executive order, ils y vont un cran au-dessus encore. Donc bon, on a un peu de marge. Donc si on peut rester au niveau de la LPM grand max, ça serait bien. Mais c'est d'ailleurs un des points qui a fait que IUCS est en achoppement au niveau européen. C'est que comme la France poussait pour SecNum Cloud en disant c'est pas bien, nos données sensibles, elles vont être protégées. Nos pays, nos voisins nous ont dit, attends, vous faites comment pour vos données de santé déjà ? Vous le mettez chez Azure. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est un truc d'État. Ah oui, ok. Et deuxième chose, vous dites que les Américains, c'est pas bien, ils font de l'espionnage. Et c'est quoi votre LPM avec les 4 articles qui mettent des balises et des traceurs ? C'est un peu ce que font les Américains, non ? Bon, donc ça nous a pas aidé dans la négo non plus, faut être très clair. Un point de perspective pour vous, je pense que vous ne pouvez pas, dans les semaines qui viennent, en tant que DPO, en tant qu'avocat, être en dehors de ce qui va se passer pour NIS 2, DORA et REC. Associez-vous aux travaux à l'intérieur des organisations parce qu'il y a des synergies très fortes avec votre rôle, parce qu'on sait que le DPO est en première ligne dès qu'il y a une attaque cyber, il a des obligations auprès de la CNIL, etc. Ça permet aussi de remettre à plat l'intégralité de l'organisation du système d'information, ses protections, et pour vous, ça vous donne une sorte de d'être vigie, tour de contrôle sur le sujet, et en plus, vous avez l'habitude d'être cette alerte auprès du COMEX dès qu'on touche aux données personnelles. Il serait intéressant que quand on va toucher à NIS 2, qui là aussi va nécessiter de mettre des indicateurs et des accès directs au COMEX quand on a des risques cyber, que le DPO soit associé me paraît absolument nécessaire. Donc ne passez pas à côté de cette mise en place de DORA pour ceux qui sont dans les établissements financiers et de NIS 2 pour les OIV OSE, sachant que le nombre d'OIV et d'OSE va être multiplié par un nombre phénoménal en volume. Enfin, entité importante, entité oui, c'est un peu différent. Oui, mais enfin bon. Entité, voilà. Mais avec des niveaux de sous-traitance qui feront que certains nombre d'entreprises le deviendront par chaîne de sous-traitance. Et donc, la plupart des grands donneurs d'ordre vont avoir beaucoup de choses à regarder. Et donc, associez-vous à ce schéma. Henri Dagrin. Oui, pour compléter effectivement le point d'alerte, il y a également l'AI Act qui va être absolument essentiel pour vous les DPO, puisque beaucoup de données à caractère personnel vont faire l'objet de traitements. Et donc, nous lançons, nous, en tous les cas, un groupe de travail avec nos adhérents, mais également avec Numéum, qui est le syndicat professionnel de l'industrie du numérique, et avec quelques cabinets d'avocats, pour développer, comme on l'avait fait pour le RGPD, le guide d'implémentation de l'AI Act dans les entreprises, dans toutes ses dimensions, et y compris le sujet du traitement des données à caractère personnel. Le mot de la fin pour Véronique, notre DPO. Le mot de la fin, c'est que, comme dans beaucoup de process d'entreprise, on fait une gestion par les risques et que la protection des données doit être évidemment proportionnée au risque de la donnée, mais aussi à sa sensibilité. On ne va pas traiter de la même manière des informations de santé comme des informations en fait, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux tels que les noms, prénoms, adresses mail, même si ce sont également des données personnelles. Voilà. Merci, on est pile poil à l'heure.
Bon, il y a encore beaucoup de participants, donc c'est que ça vous plaît. Alors, je vais annoncer la 3e et dernière table ronde. Donc, l'IA l'a démystifiée pour en faire une alliée de la protection des données. Alors, j'appelle Marc Lamprieur, qui va être le modérateur. Alexis Léautier, de la CNIL. Hélène Marin et François-Xavier Co. Alexis, il est là? Ah, le voilà. Je ne voyais pas, excusez-moi. Bon. Bonne table ronde. Bonjour à tous. Donc je suis Marc Lampérière, avocat associé du cabinet d'Almain et DPO externe également, et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur la démythification de l'IA. Pourquoi ce titre démythification de l'IA? Parce que l'IA en ce moment prend une dimension mythique. Depuis novembre 2023, depuis que ChatGPT est devenu public, tout le monde parle de l'IA, ça a une dimension économique aussi. On a vu que Nvidia, la société qui produit les puces, a quadruplé son cours de bourse au cours des 24 derniers mois, ce qui n'est pas rien. Et ça prend une dimension mythique aussi par les peurs et par les espoirs que ça engendre. Les espoirs d'abord, parce qu'on attend quand même des gains de productivité fantastiques. On attend que la recherche fasse des progrès extraordinaires grâce à l'IA. On projette tous nos fantasmes sur l'IA et ça génère des peurs aussi très importantes. Tout d'abord en termes de protection des libertés. On a peur de Big Brother. On voit qu'en Chine, on a des scores sociaux qui conditionnent l'accès à beaucoup de prestations. Ça crée des peurs aussi pour l'emploi parce qu'on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de tâches qui actuellement occupent des professions en col blanc, même des gens très qualifiés qui risquent de disparaître à cause de l'IA. Et devant toutes ces peurs et toutes ces espérances que l'on voit sur l'IA, les législateurs ne sont pas inactifs. On a une réglementation dont on a déjà parlé très très importante, le règlement sur l'IA qui est en train d'être finalisé. Il doit être voté dans les prochains jours par le Parlement européen. Pour l'instant, on n'a que des textes provisoires. Le texte final va bientôt être disponible, mais évidemment, on travaille déjà sur les plus de 500 pages de ce texte, qui est très dense, très touffu, qu'on va essayer un petit peu d'aborder, mais on va essayer aussi d'aborder des problématiques générales sur l'IA. On a aussi la CNIL qui n'est pas inactive. On est au cœur de l'actualité, la CNIL a publié ses lignes directrices pour les concepteurs d'IA, parce que dans l'IA, il n'y a pas toujours des données personnelles, mais il y en a quand même souvent. La CNIL définit on a 3 cas. On a un cas où il y a des données personnelles, un cas où il n'y en a pas, et un cas où, même s'il n'y en a pas, au vu du nombre de données traitées, il y a des chances qu'il y en ait. Et au vu de la définition très extensive de la donnée personnelle, il y a des chances que l'IA en manipule. Donc on va étudier l'IA comme on est au club DPO et à la table ronde des DPO. Comment est-ce que les DPO vont s'inscrire dans l'IA? D'abord, on va définir ce qu'est l'IA et ensuite, on va voir quel va être le rôle de la CNIL, puisqu'on a un intervenant de la CNIL ici, et quel va être le rôle possible du DPO dans le cadre de ce déploiement de l'IA. Et enfin, il faut aussi une note la plus optimiste possible. Comment est-ce que l'IA, on va essayer de conclure par comment est-ce que l'IA pourrait nous aider dans nos fonctions de DPO. Alors, puisque l'IA doit nous favoriser la productivité, j'ai posé la question à ChatGPT. J'ai demandé, je présente une table ronde sur l'IA et la protection des données. Peux-tu m'écrire une petite introduction présentant mes intervenants, François-Xavier Cao, Hélène Marin et Alexis Léautier? Et voici ce que ChatGPT m'a répondu. Alors déjà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée à un sujet crucial dans l'ère numérique, l'intelligence artificielle et la protection des données. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir 3 intervenants éminents, chacun apportant une expertise unique et précieuse à cette discussion. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter François-Xavier Cao. François-Xavier est un expert reconnu dans le domaine de la technologie et de l'IA. Il est le fondateur d'une start-up innovante spécialisée dans le développement de solutions basées sur l'IA pour divers secteurs, tout en mettant un accent particulier sur la protection des données et la vie privée. Sa vision stratégique et son expérience pratique seront des atouts inestimables pour éclairer nos débats aujourd'hui. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Marin.
Hélène est une juriste chevronnée, spécialisée dans le droit des technologies de l'information et de la communication. Elle a travaillé sur des questions complexes liées à la protection des données et à la conformité réglementaire dans un contexte numérique en constante évolution. Son expertise juridique nous permettra d'explorer les défis juridiques et éthiques posés par l'utilisation de l'IA dans le respect des normes de protection des données. Enfin, nous sommes honorés de compter parmi nous Alexis Léautier. Alexis est un ingénieur en sécurité informatique dont les travaux ont été largement salués pour leur pertinence et leur contribution à la protection des données dans le monde où la cybersécurité est devenue une priorité absolue. Son analyse approfondie des risques associés à l'utilisation de l'IA et des meilleures pratiques pour garantir la confidentialité des données sera au cœur de nos discussions. Ensemble, ces trois intervenants nous offrent une diversité d'expertises et de perspectives qui promettent d'enrichir notre réflexion sur les défis et les opportunités que présente l'IA dans le contexte de la protection des données. Alors, ce qui est intéressant avec cette définition, c'est que ça a pris exactement 2 secondes à ChatGPT de me sortir ça. D'un autre côté, alors tous les éloges qui ont été faits par nos intervenants sont absolument exacts, mais il y a quand même des points qui manquent et c'est pour ça qu'on a toujours besoin quand même de l'IA. On ne nous dit pas que François Xavier, c'est un serial entrepreneur qui a la start-up Olympe actuellement, Olympe Légal, que Hélène est directrice exécutive de Ethikia, qui agit essentiellement sur les aspects éthiques de l'intelligence artificielle, et qu'enfin Alexis est ingénieur à la CNIL qui gère le bureau de l'IA de la CNIL, qui a été un des aspects les plus innovants de la CNIL. Donc gardons toujours un aspect humain avant l'IA, ce qui est d'ailleurs une des réglementations du règlement sur l'IA. Et je vais demander à Hélène de nous présenter donc qu'est-ce que c'est que l'IA exactement, dont on parle, dont on a peur, dans laquelle on met beaucoup d'espoir, mais comment est-ce qu'on définirait cette IA, en quoi est-ce que c'est différent d'un logiciel? Alors, vaste question. Donc, effectivement, la définition a pas mal évolué depuis la première version donc, qui a été publiée par la Commission européenne il y a 3 ans maintenant, c'était avril 2021. Et donc, initialement, l'IA était un logiciel justement qui faisait référence à différentes techniques sur l'intelligence artificielle avec une annexe qui spécifiait ces techniques. Ensuite, le gros changement dans le texte, ça a été effectivement le boom ChatGPT où on s'est dit on va avoir à chaque fois plein de nouvelles techniques et on ne va pas pouvoir faire évoluer le texte comme on le souhaiterait. Il faut avoir un texte qui est pérenne et qui puisse effectivement réglementer l'IA dans le temps. Et donc on a eu un changement vers justement la fin 2022 avec une reprise de la définition au final de l'OCDE, de l'intelligence artificielle. Donc on va plutôt parler de système automatisé. Et on a eu une dernière évolution récente sur la version finale, puisqu'on a le texte de la version finale, le texte a été adopté. Il manque uniquement l'adoption des traductions pour le coup. Mais donc sur le fond, on est plutôt assuré. Et donc la définition actuelle, c'est un système automatisé pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie, qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après le déploiement. Et en fait, c'est cette version-là cette partie-là qui était ajoutée par rapport à la définition de l'OCDE. Donc c'est le fait de faire preuve d'une capacité d'adaptation après le déploiement. Donc je vous lis quand même la suite de la définition. Donc, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des données d'entrée qu'il reçoit la manière de générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer. Donc voilà la définition de l'intelligence artificielle de façon générale. Ensuite, je vous ai parlé du boom ChatGPT et c'est un élément essentiel aussi sur le changement du texte puisqu'on a eu l'apparition des modèles et des systèmes d'IA à usage général qui vont faire référence effectivement à tous les systèmes d'IA générative. Donc, je laisserai sûrement Alexis faire la différence entre les modèles et les systèmes. Je vais déjà vous donner la définition d'un système d'IA à usage général. Donc, la distinction, ça va être la pluralité de destination. Puisqu'ensuite, on pourra parler des parallèles avec le RGPD. Un des parallèles, c'est que le RGPD est centré autour de la finalité. Le RIA est centré autour de la destination des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc là, c'est cette pluralité de destination qui va être le point important.
Et effectivement, merci beaucoup pour cette présentation qui définit bien ce dont on parle quand on parle d'un système d'IA. Et en fait, pour faire la distinction entre un modèle et un système, donc c'est vraiment une distinction technique. Quand on parle d'un modèle d'IA, en fait, c'est l'objet qu'on va entraîner à partir des données. Donc on va lui fournir une grande quantité d'informations en entrée pour qu'il apprenne à tirer des informations, les tendances à partir de cet ensemble de données et finalement à apprendre la distribution statistique des données. Donc ça, c'est vraiment la brique fondamentale d'un système d'IA, c'est ce qu'on appelle le modèle, qui peut prendre des formes vraiment complètement différentes, plus ou moins compliquées et avec plus ou moins de paramètres. Et cette brique sera intégrée dans le système par la suite, qui est vraiment le logiciel fonctionnel, opérationnel qu'on va utiliser dans une entreprise, dans le cadre de recherche, etc. Et la distinction est importante parce que dans le domaine de l'IA, l'une des pratiques qui est assez courante, c'est de publier en open source, ou en tout cas de publier librement les modèles pour qu'ils soient réutilisés, qu'ils soient fine-tunés, qu'on les adapte à d'autres systèmes et à d'autres cas d'usage. Donc c'est vraiment une distinction qui en pratique a un sens et on la retrouve vraiment dans cet esprit de régulation. Et par ailleurs, donc, on fait cette distinction pour les modèles et les systèmes à haut risque, où la définition d'un système à haut risque sera notamment fondée sur la capacité de calcul, le nombre de calculs qui ont été utilisés pour entraîner le modèle. D'où cette distinction qui est vraiment importante. Et j'apporte simplement une précision, je gère pas le bureau de l'IA, je suis ingénieur au service de l'IA, mais j'en suis pas le chef, qui est Félicien Vallée. D'accord, merci de cette précision. On va peut-être continuer, puisqu'on est sur la question de la CNIL, où on se pose quand même, enfin la CNIL reçoit des appels du pied assez forts. On a vu, il y a eu le rapport du Sénat sur le RIA, qui a pris position que la CNIL devait être l'autorité en charge de la surveillance du marché de l'IA en France. On a entendu tout à l'heure notre ami Monsieur Gibert qui nous parlait d'un chausse-pied où la CNIL cherchait à faire rentrer l'IA dans le RGPD. Où en est actuellement les réflexions de la CNIL? Est-ce qu'on va avoir la CNIL, puisque c'est elle que le Sénat invite, comme autorité en charge de toute l'IA, ou est-ce qu'on va avoir plutôt un parcellement? Alors on aura un bureau de l'IA européen, on aura un comité européen de l'IA, mais au niveau national, est-ce qu'on va avoir un éclatement des compétences sur l'IA entre l'ANSSI, les différentes agences et la CNIL, ou est-ce qu'on va plutôt vers une concentration de ces pouvoirs au sein de la CNIL? À mon sens, on ne pourra vraiment pas passer sans cet éclatement de la responsabilité d'appliquer le règlement IA, simplement parce que c'est une régulation donc marché et sectorielle qui porte sur un produit. Et donc, on a déjà des autorités de surveillance du marché qui seront tout à fait en mesure d'adapter en fait leurs fonctions actuelles à des systèmes qui maintenant intègrent de l'IA. Donc, on va quand même se reposer sur cet éventail d'acteurs sectoriels, mais qui devront être coordonnés, notamment parce que la Commission exige qu'il y ait une sorte de notification des systèmes à haut risque, etc. Donc il y a quand même une coordination à tenir entre les autorités de surveillance du marché, et c'est éventuellement le rôle que la CNIL pourrait tenir, puisque le règlement donne par lui-même certains rôles à la CNIL, notamment en ce qui concerne les systèmes biométriques, d'identification biométrique à distance et dans les lieux publics. Elle sera l'autorité de surveillance du marché, c'est vraiment dit par le texte, mais elle pourrait évidemment tenir davantage de responsabilités. Donc la question, c'est vraiment, est-ce qu'elle tiendra ce rôle de chapeautage des autorités de surveillance du marché? Et comme vous le disiez, il y a beaucoup de prises de position, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout fixé, et ça reviendra au gouvernement de décider in fine. Merci beaucoup. Et donc, pour rester sur la CNIL, il y a un point qui est abordé dans le règlement de l'IA sur lequel la CNIL avait été un peu précurseur, puisque votre bureau dans lequel vous travaillez, qui est la question des bacs à sable réglementaires, pour voir comment est-ce qu'une IA respecte la conformité la réglementation en place. Donc pour l'instant, et c'est quelque chose sur lequel la CNIL travaille depuis environ 2 ans, je crois. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de comment se passe l'activité d'un bac à sable réglementaire, puisque c'est quelque chose que le RIA encourage toutes les autorités nationales à mettre en place, en particulier au bénéfice des PME?
Donc c'est effectivement le bac à sable, c'est l'un des dispositifs d'accompagnement qui a été créé récemment par la CNIL. Donc cette année, c'est la 3e édition qui porte sur l'IA, l'utilisation de l'IA dans les services publics. Donc on accompagne dans ce cadre-là 4 projets dont je pourrais parler un petit peu plus par la suite. Mais l'idée, c'est que ce bac à sable, dans sa conception, est assez différente de celui du règlement IA, puisqu'il se passe vraiment à droit constant, là où le règlement IA prévoit plutôt que le bac à sable soit une sorte de lieu expérimental, de plus ou moins dérogatoire, et qui permettrait finalement de développer un système d'IA dans les cas où la réglementation serait trop stricte pour permettre son développement à l'origine. Donc c'est vraiment différent. Là, on est plutôt dans un dispositif vraiment d'accompagnement où on a des porteurs de projets qui utilisent notamment de l'IA et qui s'interrogent sur l'application du RGPD à leur cas précis. Et donc on vient les accompagner pendant 9 mois sur ces différentes questions qu'ils se posent et qui leur permettront par la suite d'avancer et de mettre en œuvre le traitement. Donc, parmi les projets qu'on accompagne cette année, il y a un projet porté par une collectivité, la commune de Nantes, un projet porté par la DINUM, la Direction interministérielle sur le numérique, sur Albert, qui est un système de langage. On a également un projet porté par la RATP sur l'utilisation de capteurs innovants pour détecter certains événements. Et évidemment, je me suis lancé dans une liste, donc il faut que je trouve le 4e. Et je crois que vous vouliez prendre la parole. Bon, on va peut-être vous laisser le temps de retrouver vos esprits sur cette liste. Et y a alors, enfin, sur ce règlement d'IA qui est, je le répète, très touffu, très complexe et très dense, c'est assez intéressant de voir que le RGPD, comme de nombreux règlements, on retrouve des notions qui sont familières. Le RGPD et la loi de 78, il faut bien être un peu chauvin, c'est des notions qui ont été définies et qu'on retrouve dans les textes. Hélène, vous avez fait une petite étude de là où le DPO serait familier, en fait, aurait des réflexes déjà sur le RIA. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir. En amont, premier point important quand même sur le texte, donc effectivement on est dans un système de compliance, on n'a pas de délégué au système d'intelligence artificielle comme on aurait des délégués à la protection des données. Je pense que ce point est primordial et on a tendance à l'oublier, mais donc ça pose vraiment la question de la gouvernance de l'IA au sein des structures. Sur les premiers points qui vont du coup entrer dans votre quotidien, on a notamment l'article 10 donc, qui fait référence à la gouvernance des données pour les données d'entraînement, de validation et de test. Donc, bon, petit parallèle quand même, donc, ça ne concerne pas uniquement les données personnelles, mais bien évidemment, il y a des obligations particulières pour les données personnelles. Donc, on va avoir notamment donc, le processus de collecte et donc, la finalité pour les données personnelles. Et on a toute une partie qui est très intéressante sur notamment la limitation des biais, donc qui est du coup une obligation donc de limiter les biais. Et pour cela, on peut utiliser des données personnelles seulement si on peut prouver, entre guillemets, que c'est la seule façon de le faire. Et cela vaut notamment pour les données sensibles. Donc, en cas d'utilisation, par exemple, de données sensibles pour limiter les biais, il faudra expliquer dans votre registre des traitements pourquoi est-ce que vous utilisez ces données sensibles et pourquoi est-ce que c'est l'unique façon de limiter les biais. Donc, premier exemple, avec le registre des traitements. Second exemple, avec les analyses d'impact, puisque donc, les déployeurs de systèmes d'IA, donc les utilisateurs, vont devoir faire des analyses d'impact à partir donc, des notices d'utilisation des systèmes d'IA, et notamment pour les systèmes à haut risque, il faut également faire des analyses d'impact sur les droits fondamentaux. Et donc dans ce cas-là, évidemment, si on a une analyse d'impact par rapport aux données personnelles, il faudra du coup regrouper les deux et ajouter ces éléments-là. Ensuite, sur les parallèles possibles sur le texte et donc qui peuvent vous intéresser, on a donc un parallèle possible avec l'article 22 du RGPD, ou du moins pour moi qui vient renforcer ça, c'est qu'à l'article 86, on a le droit à l'explication des décisions individuelles, et donc qui va venir renforcer effectivement cet article 22, donc pour tous les systèmes d'IA à haut risque effectivement. Et ensuite sur les autres parallèles possibles, un point important, donc peut-être au préalable, donc c'est un règlement quand même fondé sur les risques, donc on est sur une approche différente.
Et donc, les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle devront lister tous les risques liés à l'usage du système raisonnablement prévisibles. Et donc, si on détecte des risques qui n'étaient pas au sein du coup, de la documentation technique qui a été fournie aux autorités, il faudra du coup déclarer ces risques. Et en cas, par exemple, d'événements indésirables, donc par exemple de risques de discrimination ou ce genre de choses, il faudra possiblement informer les déployeurs, donc les utilisateurs de systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien que le DPO pourra avoir un rôle. On peut faire le parallèle avec justement tout ce qui va être alerte en cas de cyberattaque, puisque ça sera à vous de juger si on a besoin d'aller contacter les utilisateurs ou non, si ce risque est vraiment si important, on va dire, pour les droits fondamentaux. Et donc, voilà dans les grandes lignes. Merci. Il y a un aspect intéressant du RIS sur lequel François-Xavier voulait intervenir, qui était la démarche d'assurance qualité du RIS, où là, on est dans une démarche beaucoup plus prospective que celle à laquelle on est habitué dans le RGPD, et qui va interroger sur est-ce que les DPO peuvent prendre cette démarche, se l'approprier ou pas, ou est-ce qu'il va falloir ça se travailler, enfin, il faudra de toute façon, vu la complexité technique, travailler avec d'autres personnes au sein de l'entreprise. Alors oui, ça pose alors, sur la partie assurance qualité, c'est vrai que c'est une nouveauté, en tout cas je trouve une innovation finalement dans ce RIA, c'est qu'on vient poser une sorte d'obligation de traitement technique, particulièrement pour les IA dites à haut risque, parce que le RIA donc, classe les systèmes d'IA, les modèles, etc. par typologie de risque. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, pour la première fois, on a une précision du devoir général qu'on pouvait retrouver dans le RGPD sur tout ce qui est confidentialité, sécurité, etc. Là, on vient demander effectivement de préciser la capacité de détecter, en fait, par exemple, le fait de manquer à la destination à laquelle on avait initialement prévu le système d'IA en question. Ça reviendrait, si on faisait un parallèle avec le RGPD, à dire il nous faut mettre en place un système qui permette de détecter les détournements de finalité sur les traitements. Voilà. Donc c'est quand même assez bien détaillé dans la rédaction du RIA, en tout cas dans la dernière version qui nous est parvenue pour l'instant. Et c'est vrai que cette obligation-là vient, donc, on le disait, à provoquer la nécessaire conservation aussi de données, dont des données à caractère personnel, et également donc, des traitements. Des traitements qui peuvent, pour le coup, être beaucoup plus... on va dire de nature très, très hétérogène en fonction du type d'IA, en fonction du cas d'usage. Et c'est ça qui est intéressant et pour lequel je pense que le DPO va avoir beaucoup de fil à retordre dans sa pratique, c'est qu'effectivement il va falloir s'intéresser à quelque chose qui touchait à ce qu'on appelle l'assurance qualité, non pas au sens QHSE tel qu'on pouvait parfois l'entendre, mais vraiment au sens assurance qualité, presque produit, voire technique. On est sur quelque chose qui relève du monitoring. Et donc on a une obligation d'historisation aussi qui est posée dans certains cas, avec des durées de rétention qui sont bien précisées, 6 mois pour les IA au risque dans certains cas au minimum. Donc c'est là où je pense que le DPO va devoir s'aider de personnes dont c'est le métier, et donc il va d'autant plus devoir redoubler de compétences dans son leadership, dans sa capacité à, voilà, si ce n'est l'idée les projets, à minimum s'y insérer de manière pertinente et être reconnu pour son expertise. Parce que c'est important aussi d'avoir cette crédibilité du DPO vis-à-vis de ces questions. Ça va être extrêmement clé pour leur implémentation et surtout pour le fait d'assurer une réelle sécurité, une réelle conformité, si on veut, vis-à-vis de ce règlement. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un dernier point sur lequel il faudrait qu'on discute, qui est la question de la supervision humaine, puisqu'on a un RIA qui définit des obligations légales qui vont être difficiles à comprendre et le juriste prend toute sa place, mais il y a aussi une question éthique dans l'application de l'intelligence artificielle qui est la spécialité d'ailleurs d'Hélène, si vous voulez prendre la parole là-dessus. Oui, effectivement. On a une obligation donc, de contrôle humain qui se retrouve pour le coup des deux côtés, on va dire, puisqu'elle se retrouve côté concepteur et côté utilisateur à l'article 26. Donc, ce sera une obligation pour tous les systèmes d'IA à haut risque. Et donc, Etikia a travaillé sur cette notion donc, depuis 2017 et on construit des méthodologies de supervision humaine collégiales
de supervision humaine. On va d'ailleurs publier une AFNOR spec sur le sujet en mai, donc ce sera à peu près au moment de l'AE Act, si ça vous intéresse, pour laquelle on avait d'ailleurs auditionné Alexis. Et donc, comment est-ce qu'on procède? Parce qu'on a une obligation de supervision humaine avec, des indications sur les buts de cette supervision humaine. Donc, ça doit permettre de limiter les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. Donc, on est tous d'accord sur le principe. La question est comment est-ce qu'on met en place cette supervision humaine? Et donc là, on voit côté article 14 qu'elle doit être permise par le fournisseur et pouvant être mise en œuvre par l'utilisateur. Mais on n'a pas plus de données. C'est vraiment à la charge donc, de chaque partie de créer, entre guillemets, sa méthode. Et donc, les méthodologies qu'on met en œuvre, notamment dans le milieu de la santé, sont des méthodologies collégiales intégrant toutes les parties prenantes. Donc, on va avoir, par exemple, des représentants des bénéficiaires finaux, donc en l'occurrence des représentants de patients. On va également avoir donc, des tiers de confiance, donc, qui vont être des sociétés savantes et qui vont pouvoir mandater en fait, des professionnels de santé pour revoir des cas. Et donc également l'industriel qui est présent. Et donc, on va faire une analyse préalable de différents dossiers, une analyse comparée entre IA et professionnels de santé, afin de pouvoir faire ressortir les dossiers ayant des écarts importants, qui, eux, vont être analysés lors d'un collège de garantie humaine. Le but de ce collège est de comprendre l'origine des écarts et de pouvoir proposer des actions correctives adaptées à la solution, si besoin. Donc, les actions correctives sont d'ailleurs une des obligations de l'AE Act. Bon, après, c'est toujours un peu délicat puisqu'il faut faire des actions correctives. Mais bon, on ne vous conseille pas d'aller jusqu'aux modifications substantielles parce que dans ce cas-là, il faut demander un marquage. Donc, il faut rester dans la juste mesure. Mais donc, on va proposer des actions correctives donc, de la solution afin de l'améliorer en continu et de limiter notamment les risques. Donc, voilà ce qu'on met en œuvre. C'est des collèges qui ont lieu donc, de façon périodique. On réajuste justement le nombre de collèges en fonction des résultats. Et on construit ces méthodologies donc, également pour les utilisateurs, donc aussi bien à l'échelle d'établissements hospitaliers que par exemple pour des mutuelles, des assureurs avec qui on a fait des premiers cas sur comment est-ce qu'on crée justement cette gouvernance de l'IA au sein des entreprises et possiblement des grands groupes, et ce qui est pas toujours si évident. Merci beaucoup. Je crois qu'on va profiter de ce que vous essayez le micro pour répondre peut-être aux deux questions qui me semblent rentrer dans votre intervention. On a une première question. Dans quelle exception de l'article 9 du RGPD entre l'utilisation des données sensibles pour la limitation des billets? Dans quelle exception de l'article 9? C'est une... Alexis, allez. Oui, c'est vraiment une question difficile, effectivement. Donc, parmi toutes ces exceptions, selon les cas d'usage, effectivement, on pourra avoir des exceptions qui s'appliquent, mais d'une manière générale, aucune d'entre elles ne semble vraiment adaptée à la collecte de données sensibles, vraiment spécifiquement pour la mesure de biais. Donc c'est là où justement le règlement IA pourrait apporter quelque chose, puisqu'il prévoit qu'on puisse utiliser des données sensibles pour la mesure de biais lorsque toutes les conditions que vous avez évoquées sont respectées. Donc notamment le fait qu'on ne peut pas utiliser d'autres types de données, des données synthétiques, etc. Oui, exactement. Et puis il y a une référence directe au RGPD au sein de cet article. Donc, effectivement, je pense que ça va créer, entre guillemets... Donc, on serait dans une base légale sui generis ou une nouvelle base légale créée hors du RGPD. C'est effectivement ça. C'est-à-dire que souvent, on a entendu le RGPD vu comme un texte général, à portée générale, et il a été évoqué que des textes spéciaux allaient arriver en devenir sectoriels. Le RIA peut, sur cet aspect, être vu comme une règle spéciale qui vient préciser, donc certainement apporter... compléter les bases proposées. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir le RGPD comme un texte qui est au-dessus des autres textes de loi, et il est consacré quand même à la valeur constitutionnelle dans la Charte des droits de l'homme, mais ça reste un règlement et donc qui peut être modifié à la marche par le RIA. Après, le règlement IA précise tout de même qu'il ne crée pas de base légale pour le traitement de données à caractère personnel. Donc on aura peut-être une difficulté. Donc on retombe dans un... Ça va pas faciliter la tâche de nos malheureux DPO. Et je pense, on avait une deuxième question. Oh là, on a beaucoup de questions qui arrivent. Donc l'article 29.1
1A de l'IA Act évoque la mise en place d'une surveillance humaine à des personnes physiques qui ont des compétences. Le DPO serait potentiellement la bonne personne qui pourrait endosser un tel rôle. Je crois que la réponse est un peu dans la question. Oui, totalement. Le DPO est la bonne personne. Enfin, oui et non, puisque là, justement, sur l'article 29, qui est d'ailleurs devenu l'article 26, on s'amuse beaucoup entre les différentes versions. Et donc, en fait, là, c'est l'utilisateur. Donc, ça va être la personne. Donc, par exemple, si on est sur de l'aide à la décision, ça va être la personne qui va prendre la décision finale. Donc, le DPO n'est pas vraiment la bonne personne, à moins qu'elle ait à prendre cette décision finale. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, on organise aussi des actions de sensibilisation des professionnels de santé, par exemple, dans le domaine de la santé, puisque c'est eux qui vont prendre la décision finale et qui doivent être conscients des biais cognitifs, notamment. Donc, voilà. Oui, effectivement. Puis pour compléter ton point que je partage, il y a aussi le fait que le DPO est déjà, enfin en tout cas la réalité sociale, j'ai envie de dire sociologique du DPO, aujourd'hui, elle est que beaucoup de DPO sont encore entre guillemets en montée en compétences. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travail encore de diffusion de culture, énormément de travail de gains d'expertise, qu'ils soient sectoriels ou juridiques ou techniques, ou même organisationnels, spécifiques à l'entreprise pour laquelle ils sont nommés. Donc, rajouter cette responsabilité aussi au DPO, quelque part, me paraît aussi très ambitieux, parce que, outre le fait que ça demande une expertise, sinon on n'aurait pas des entreprises comme Etikia qui auraient vraiment ce savoir-faire de mesurer le biais, parce que c'est quelque chose. Il y a aussi le fait de manière plus générale aussi de comprendre l'aspect matériel de la réglementation qui est en jeu. Et ça, c'est aussi, en fait, ça demande énormément de bandes passantes. Or, on le sait aujourd'hui, ce qui manque le plus au DPO, c'est le temps. Voilà, ils ont énormément de missions, ils ont énormément d'objectifs, ils n'ont pas forcément les moyens en face, et ce qu'ils n'ont surtout pas, c'est le temps, parce qu'en fait, ils travaillent toujours pour hier, en fait. Voilà. Et là, c'est vraiment un souci, je pense, qui est intrinsèque aussi à la fonction, à la compréhension de la question de la protection des données personnelles. Et effectivement, l'IA vient se rajouter par-dessus le millefeuille. Peut-être pour enchaîner avec les travaux de la CNIL, donc effectivement, on a publié des lignes directrices, donc une première partie de fiches IA sur le développement de systèmes d'IA, mais on va aussi publier des fiches sur plutôt l'utilisation de l'IA et l'application du RGPD dans ce cadre-là. Et on travaille également à l'articulation entre le règlement IA et le RGPD, notamment au niveau européen avec les homologues des autorités de protection des données européennes, pour préciser comment justement les obligations du RIA peuvent s'articuler avec les obligations du RGPD et éviter des redondances, tout en précisant du coup comment les appliquer en pratique. Merci beaucoup. Donc, je crois que le DPO ne va pas pouvoir éviter le sujet RIA parce qu'il y a de la donnée personnelle dans l'intelligence artificielle. On n'a pas encore de statistiques, mais probablement dans plus de 50% des cas, je pense qu'on peut dire ça sans trop s'avancer. Par contre, il ne pourra certainement pas le faire seul à cause de capacités humaines de temps, mais aussi de compétences techniques. Il aura besoin de travailler avec des experts en éthique, des experts en technologie. Ça va être un chantier très important. Je pense qu'on arrive à la dernière partie de cette table ronde où on va voir les aspects positifs de l'IA pour le DPO, à part la curiosité intellectuelle. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir nous faire rêver un petit peu, François-Xavier et Alexis? Alexis, vous nous avez dit que la CNIL travaillait sur l'IA pour améliorer sa productivité. Et François-Xavier, vous pouvez nous dire ce qui va nous simplifier la vie. Les registres vont être remplis automatiquement. On va avoir l'information qui arrivera directement dans nos fiches. Alors c'est un doux rêve, mais non. En fait, moi je pense que la place de l'IA et surtout le réel gain que ça va procurer aux DPO, c'est de pouvoir leur permettre de gagner du temps, justement, puisque c'est ce qui leur manque, en fait. Mais gagner du temps, ça ne veut pas dire faire les choses forcément à leur place. La fonction de DPO, elle est foncièrement humaine. Donc je pense que les DPO ici dans cette salle le savent. Et d'ailleurs, je crois qu'on en avait eu l'occasion de discuter ensemble, mais finalement, on en apprend beaucoup plus autour de la machine à café de l'entreprise finalement, que lors des entretiens d'audit, etc. Donc, non, par contre, ce que va nous permettre l'IA, ça va nous permettre d'avoir des confirmations, ça va nous permettre d'avoir des
des assistances à la recherche. Là, il y a beaucoup de moteurs de recherche que vous allez voir se développer dans cette première vague de solutions. Olympe, par exemple, en est une illustration. Mais au-delà de ça, il y a aussi également un aspect plus lié aussi à l'analyse de documents. Encore une fois, on est sur de la vérification, parce que l'un des problèmes aussi des DPO, c'est une sorte de sensation d'isolement. Voilà, on se sent parfois un peu démuni, seul face à certaines problématiques. L'IA vient aussi compenser en partie voilà, cet aspect-là. Il y a aussi également l'aspect rédaction, tout ce qui est génération de contenu, vous l'avez vu, est très, très, très utilisé, que ce soit par les DPO ou non, finalement. La seule, finalement, je dirais, la seule précaution qui serait nécessaire quand même, c'est de toujours quand même prendre le temps de relire ce qui est généré, parce que on le voit en fait en pratique, les gens font tellement confiance en fait au système d'IA qu'ils utilisent que parfois malheureusement il y a des ratés, et quand bien même vous trouverez des fournisseurs qui vous garantissent 0 hallucination, je vous le dis d'avance, c'est un discours marketing, voilà, puisque intrinsèquement de manière technique l'hallucination fait aussi partie de fonction intégrante voilà, de la chose, et également et je terminerai là-dessus, c'est pour ça que notamment dans les solutions appliquées au droit, alors ici en cas du RGPD, de la protection des données et de l'IA, mais aussi de manière générale, si vous utilisez une solution d'IA pour gérer des éléments, enfin des missions juridiques, exigez en tout cas de l'outil qui vous fournisse les sources à partir desquelles il est travaillé. Parce que ça, c'est vraiment le rempart par lequel, qui vous prémunit contre, outre le risque d'hallucination, même le risque d'erreur, voilà, tout simplement. Donc je terminerai là-dessus et je t'en prie, Alexis. Oui, donc pour parler un petit peu de ce projet qu'on développe à la CNIL, donc c'est un projet qui est porté en lien avec des chercheuses d'INRIA qui nous aident à développer un modèle pour justement l'un des cas d'usage dont vous avez parlé, qui est l'analyse des documents. Donc l'outil fournirait une pré-analyse en indiquant quelles parties du document permettent de répondre à des critères d'un référentiel d'analyse de la CNIL dans le cadre des missions qu'on est amené à conduire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil intelligent qui sera utilisé comme une pré-analyse dans l'instruction de ces dossiers, et donc pour faciliter, pour améliorer et optimiser le temps des agents, utiliser cette pré-analyse qu'ils pourront vraiment intégrer dans leur processus métier existant. Donc c'est vraiment dans le cadre dont vous avez parlé d'aide à la décision et non pas de prise de décision automatisée, puisque l'idée c'est vraiment d'avoir un outil qui va appuyer les agents et jamais prendre la décision à leur place. Merci beaucoup. Je crois qu'il est l'heure de conclure. Il nous reste 2 minutes exactement. Je regarde Nathalie, le train arrivera en gare à l'heure. Je crois qu'en fait, la conclusion qu'on peut avoir de cette première table ronde sur l'IA, c'est que l'IA ça va rentrer dans le champ de compétences des DPO. On ne pourra pas l'éviter. Ça va être un nouveau chantier. Ça va être des nouvelles connaissances à apprendre. Un règlement par rapport auquel le RGPD a l'air d'un roman. Un très court roman, même une nouvelle. C'est 3 fois plus long que le RGPD. Mais d'un autre côté, l'IA, il y a des espoirs aussi pour les DPO. Ça va nous permettre de nous concentrer sur des tâches qui sont les tâches intéressantes. On l'espère, ça va pouvoir nous alléger beaucoup de travail de rédaction, d'analyse de documents pour nous permettre d'intervenir seulement en deuxième lieu. Donc c'est un chantier, c'est quelque chose qu'on va devoir suivre au cours des 2 prochaines années. L'entrée en vigueur du RIA va être très rapide, puisqu'on a des dispositions qui vont rentrer en vigueur dans les 6 mois, dans les 12 mois, et tout va rentrer en vigueur dans les 2 ans, ce qui est un délai très très court pour s'approprier un texte qui est aussi important et aussi complexe, et des enjeux qui sont aussi complexes. Mais je pense que c'est la première table ronde sur l'IA qu'on organise. Je pense qu'on va en organiser encore beaucoup dans les années qui viennent. Je vous remercie tous. Je vais peut-être demander à notre vice-président de faire le discours de conclusion. Voilà. Eric, la scène est à toi.
Merci Marc, merci encore à tous d'être restés si nombreux jusqu'à la clôture de ces travaux. Alors je vous rassure, je serai très bref, puisque je crois que cette matinée a été exemplaire évidemment par votre présence et donc votre assiduité, exemplaire aussi parce que chacun des intervenants justement a fait un effort de pédagogie pour bien pouvoir mesurer les enjeux qui sont ceux de la cyber-compliance. Et je vais citer effectivement à ce titre Guillaume Desjardins-Passano. On voit bien qu'il y a la donnée personnelle, mais le DPO s'inscrit très précisément dans un contexte qui, d'une certaine manière, est transversal à tous les enjeux du numérique, passant également par une collaboration évidente entre les différentes, on va dire, organisations, que ce soit effectivement la CNIL, on en a parlé aussi de l'ARCOM, et des différents régulateurs, l'ANS, dont on a appris effectivement au passage qu'elle aurait également un pouvoir de sanction. Donc c'est dans cet environnement très précisément que l'action du DPO s'inscrit, un environnement qui se complexifie. Et Paul-Olivier Gibert l'a évidemment rappelé, nous invitant d'ailleurs à ne pas commettre l'erreur peut-être qui avait été celle du CIL en son temps, mais justement de rester dans cette logique ouverte de la collaboration et de l'ouverture d'esprit que ces dernières tables rondes sur l'intelligence artificielle évidemment impliquent d'adopter, puisque c'est parce que finalement le DPO n'est jamais dans sa zone de confort, mais doit toujours au contraire être dans une démarche proactive, qu'il saura tout particulièrement affronter les enjeux, les questions auxquelles il doit malgré tout apporter une réponse concrète. Voilà, Véronique l'a illustré parfaitement sur les flux transfrontières. Même si encore cette ouverture d'esprit, passe parfois un petit peu par une culture géostratégique et de politique internationale. On l'a vu au travers de la keynote de Max Schrems, qui finalement nous a parlé, me semble-t-il, beaucoup plus de droit américain que de droit européen. Mais c'est cette ouverture d'esprit qu'il s'agit encore une fois d'adopter, y compris de curiosité sur des enjeux finalement de droit étranger. On a parlé des transferts impact assessment, de la manière un petit peu dont il faut les conduire ou pas, sachant que nécessairement on a besoin aussi d'aide, puisque le DPO ne peut pas tout faire lui-même. Il se doit évidemment justement d'avoir le soutien de sa DSI. Merci d'ailleurs à Henri Dagrin d'avoir pu apporter cet éclairage des DSI qu'il représente. Soutien également au travers tout particulièrement des métiers et voilà, dans cette interaction, encore une fois, cette collaboration intrinsèque à la fonction de DPO, qui nécessite aussi d'avoir un soutien des pouvoirs publics. Alors à différents niveaux, évidemment, on l'a vu avec monsieur le député, dont on remercie également de nous avoir honoré de sa présence et ses participations, mais également du régulateur. Et la CNIL a été à plusieurs fois interpellée, plusieurs reprises, notamment pour renforcer, on va dire, l'accompagnement, dont elle évidemment est déjà assez exemplaire, que ce soit sur le RGPD ou même en anticipation de l'IACT, mais aussi dans l'accompagnement peut-être plus précisément. Alors on l'a vu avec le bac à sable sur certaines initiatives innovantes, mais peut-être aussi un accompagnement qui mériterait d'être renforcé au niveau des DPO. On sait qu'il y a des formations et des événements qui intéressent donc les DPO qui sont organisés par la CNIL. On ne peut que demander effectivement à la CNIL de poursuivre cet effort, de maintenir son soutien d'ailleurs au club DPO, dont on vous remercie tout particulièrement, et également de poursuivre peut-être encore plus finement qu'on ne peut l'avoir, une assistance en mode hotline, puisque parfois, on l'a dit, le DPO fait ce qu'il peut, il est parfois isolé. D'où l'intérêt aussi du club DPO. Je vois que plus à convaincre nos membres, mais que voilà, sans avoir possibilité parfois de s'ouvrir librement auprès de son régulateur sans avoir la menace d'une sanction immédiate, c'est quand même une nécessité et c'est pourquoi en tous les cas on ne peut appeler que de nos voeux à ce que ce type d'échange puisse prospérer.
Alors, en parlant du régulateur, nous sommes effectivement dans la maison du barreau de Paris et nous sommes également sous les bons auspices de Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux. Et bien précisément, nous, en tant qu'avocats, on doit reconnaître que sur cette question du RGPD, cela a été dit par Guillaume Lhuillier, mais confirmé également par Nadine Mogdad, DPO respectivement du CNB et du barreau de Paris, on est toujours dans un effort de mise en conformité, mais pour lequel, il faut le saluer, et j'y avais modestement contribué en mon temps, puisque j'ai été élu au Conseil de l'ordre à Paris, eh bien, il y a cet accompagnement. Et on se doit de le maintenir parce que tout le monde n'a pas la chance d'être expert en droit du numérique et c'est par ce biais aussi que non seulement on peut, j'ai envie de dire, progresser, nous, avocats, collectivement sur ce sujet, mais aussi individuellement dans sa pratique, rassurer ses clients. Voilà, puisqu'ils nous confient leur bien le plus précieux, à savoir leurs données pour traiter leur dossier. Et c'est à ce titre tout particulièrement qu'on a besoin de poursuivre cet effort. Je m'y engage personnellement. Je pense que le club DPO aussi serait amené à pouvoir collaborer à cet effort, effectivement, de maturation dans l'appropriation et la mise en œuvre du RGPD, très concrètement, dans chaque cabinet, quelle que soit sa taille. On a également beaucoup parlé au cours de cette matinée, précisément de tous les sujets innovants qui nous intéressent, en particulier l'intelligence artificielle. Et à ce titre, je tenais également à remercier évidemment Marc, mais tous les intervenants à cette table ronde qui nous ont plutôt rassurés. Moi, j'ai été plutôt, on va dire, conforté dans le fait que la baseline, ça reste évidemment le RGPD. Et une fois qu'on a un socle et un terrain stable sur lequel on peut, on va dire, ajouter les particularités de ce que ce nouveau règlement sur l'intelligence artificielle va apporter, eh bien, on se doit, et merci à Hélène Marin aussi d'avoir apporté son témoignage, d'ajouter finalement la dimension éthique, cette supervision humaine qui doit permettre en tous les cas d'avoir une technologie responsable, puisque finalement, s'il n'y avait qu'un point commun à tout ce que nous avons vu ce matin, c'est précisément d'utiliser ces nouveaux outils de manière responsable et éclairée. Merci également à nos sponsors, Tessie, Olympe Légal, à tous nos partenaires donc institutionnels. Et je dois reconnaître que je devais conclure cette matinée en présentant les résultats des sondages, mais qui, sauf erreur, ne se présentent pas encore à l'écran. Alors non, il y a un dernier sondage. Ah, voilà. Pas sur ma prestation, j'espère. sur l'événement. Très bien. Ah voilà. S'améliorer. Je crois qu'en tous les cas, les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour le moment. Voilà, donc on pourra nous envoyer un mail à aide@clubdpo.fr, sachant que Nadine et Guillaume sont là. Et oui, effectivement, donc on parlait de mettre en œuvre une assistance et une hotline au quotidien. Vous voyez, le club DPO, en tous les cas, vous permet aussi cet accès. Merci pour le résultat. Merci, évidemment. Inutile de préciser qu'on ne pouvait pas espérer obtenir cette note sans les efforts conjoints de tous nos membres qui, au moins depuis 5 mois, ont beaucoup œuvré. Merci à tous. Voilà, je voudrais que tous les membres du club montent sur la scène parce que sans tous les membres du club, rien n'aurait été possible. Et puis un grand merci aussi à Albine Vincent qui n'est pas là et qui nous a beaucoup aidés. Une petite photo de famille. Qui peut nous prendre une photo de famille? Tu peux nous mettre l'accueil. Merci beaucoup d'être venu.
Allez, on y va. On se repositionne. C'est avant de monter, toi t'arrives. Merci Séverine, c'est sympa d'être venue.